Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle consacré au territoire. Cher Aïflo, en ce jeudi 17 novembre. C'est le dernier rendez-vous de l'année, mais pas le dernier rendez-vous de notre cycle. Je m'appelle Zelda Chauvet. J'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette conférence. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à la question de la création numérique, mais la création numérique comme marché, un marché en pleine effervescence. On va le voir, l'essor des nouvelles technologies, l'essor des nouvelles pratiques, bouscule le marché aujourd'hui. Quel est ce marché? Quelles sont les opportunités d'investissement? Quelles sont les solutions en matière de financement? À qui sont-elles destinées? Ce sont des questions auxquelles nous allons tâcher de répondre avec nos invités dans un instant. Sans plus attendre, et pour l'ouverture de la réflexion sur cette thématique et un premier état des lieux, j'ai le plaisir d'inviter la directrice de Virtual Switzerland, Laetitia Boschu, à me rejoindre. Laetitia qui va nous parler de la création numérique, du concept à la réalité, notamment via ses voies de soutien, comme la toute nouvelle fondation pour la création numérique. Laetitia, c'est à toi. Merci Zelda. Merci à Aïflo, merci à vous d'être ici. J'ai failli pas y arriver et devoir venir à pied parce que je me suis fait choper par la police en train de texter que j'étais en chemin. C'est vraiment le gros gag. Et je débarque de Tashkent, Ouzbékistan, aussi avec un petit peu de retard. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée. Alors, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va parler du terrain. On va parler de ce qui se passe ici et de l'étude que nous avons menée pour la Fondation pour la création numérique, qui permet notamment à mieux aligner les besoins, les opportunités, les actions de cette nouvelle fondation et de son pôle, dirigé par M. Emmanuel Queno, et aussi qui permet de faire un petit état des lieux, un petit photomaton de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, nous avons fait une vraie étude avec une docteure en sociologie qui a mené toute la partie quantitative et qualitative, mais je vais juste brosser les premiers chiffres de la partie quantitative. La partie qualitative, ça sera pour le document final et la restitution dans quelques mois. Donc, cette Fondation pour la création numérique, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette nouvelle plateforme, pour l'instant romande, mais potentiellement nationale, qui s'est créée donc l'année dernière, en fait, et qui a nommé son directeur, qui a commencé là le mois de novembre. Et c'est pour justement mettre en place cette nouvelle fondation que nous avons fait cette étude, qui est la première de sa stature. Nous l'avions faite pour le GIF ces résultats ont été dévoilés la semaine dernière. Donc, vous êtes la deuxième audience. Je vais vous parler un petit peu du contexte, du périmètre, de la typologie, de la méthodologie, des objectifs et des résultats. Tout d'abord, le périmètre, ce sont donc les cantons romans. Ne pas oublier Berne, qui a quand même un petit bout roman. La typologie, nous avons choisi deux populations que nous avons aussi nommées audiovisuels traditionnels, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà dans l'audiovisuel, les agences de production, les studios, tous ceux qui font du cinéma, du documentaire, de l'actu, même parfois des podcasts, de la radio, mais plutôt au sens traditionnel, qui sont peut-être en train d'effectuer leur mue. Et ça, c'était aussi un point intéressant à noter. Et puis, tout ce qui est expérience numérique, ce sont les studios de gaming, tout ce qui est XR, donc je réitère que la XR, c'est Extended Realities, et cela veut dire toutes les réalités étendues, dites aussi réalités alternatives, que sont la réalité augmentée, mixte et virtuelle. Si vous voulez une définition un tout petit peu plus claire, je peux vous la donner plus tard. Et puis, tous les artistes numériques et les créateurs indépendants, car il y a aussi beaucoup d'agences qui sont en train justement de faire cette transition. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, deux volets, le volet qualitatif et le volet quantitatif. Les objectifs, comme je vous l'ai aussi dit, ce sont d'identifier les enjeux, d'élaborer la stratégie et d'implémenter des soutiens qui sont donc alignés avec les chiffres et les résultats du terrain. Nous avons posé quelques questions
qui, bien entendu, sont toutes ciblées et orientées de manière à avoir un bon aperçu des besoins. Est-ce que les technologies les plus utilisées dans la création numérique du secteur des expériences numériques, donc ceux qui font déjà du numérique, quelles sont ces technologies? Eh bien, pour la plupart, ce sont ces technologies immersives que l'on appelle aussi XR, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ce sont les contenus web, ce qui n'a pas... Finalement, on voit aussi un petit peu ce qui se fait. Il y a une espèce de tendance actuelle qui se dessine. Et puis, la modélisation 3D et le Computer Generated Interface, c'est la CGI. Et ça, ce sont des méthodes qui sont déjà utilisées depuis un certain moment. C'est ce qu'on appelle la post-production ou les effets spéciaux. Pour le secteur audiovisuel classique, c'est là que se note la différence et justement la différence de tendance. Les contenus web, les web-séries par exemple, qui sont soutenus assez fortement ces dernières années, ont la cote, et ensuite le mapping et la projection vidéo, puis les podcasts et le son. Quand je parle de son, il s'agit de toutes sortes de sons, binaural, de sons, de soundscape, comme on les appelle. Donc, c'est vraiment le son au sens large. Et donc, nous avons HiFlow qui fait partie des podcasteurs. Nous avons aussi demandé si toutes ces agences, tous ces studios, toutes ces petites entreprises de l'audiovisuel classique et finalement numérique ont eu des soutiens pour leur développement, pour leur création. 80% nous ont répondu que non. Et donc, cela veut dire qu'il y a une opportunité ici d'aider les jeunes pousses, les entrepreneurs, à créer leur entreprise et à mieux structurer leurs produits et leurs services. D'ailleurs, en parlant de services et de produits, on a noté que nous avons un territoire certes restreint, mais que la diffusion, la distribution des œuvres, elle est finalement assez internationale. Parce que pour la plupart, en tout cas pour l'audiovisuel classique, ils ont une activité jugée internationale, et puis à 50% pour les créations numériques. Ce qui fait du sens, étant donné que notre territoire étant si restreint, on est obligé de collaborer, notamment en coproduction, pour avoir plus de financement et pour arriver à des parts de marché plus importantes également. La grosse demande, le gros besoin, c'est le soutien financier. Money. Et tout le monde est d'accord. Je suis contente qu'il y ait quand même 4% qui se sont autofinancés ou qui n'ont pas besoin de soutien financier. Et surtout, l'intérêt de cette question, c'était de savoir pour quelle étape spécifique. Ça nous donne aussi des intentions. Pour le secteur audiovisuel, c'est clairement la production, ensuite la réalisation et ensuite la diffusion. Donc vraiment, le soutien à la production et à la réalisation est demandé. Pour tout ce qui est création numérique, on a des chiffres assez élevés aussi au niveau de la production, du prototypage et de la réalisation. Et puis ensuite, la diffusion et la conceptualisation promotion, un peu moins. À chaque fois, on a pris les 4 valeurs les plus importantes. On vous a pas donné toutes les valeurs et tous les résultats. À savoir l'échantillon. J'ai oublié de vous parler de l'échantillon. Nous avons contacté environ 300 entreprises et nous avons reçu des réponses très favorables, plus de 50% pour tout ce qui est création numérique et autour des 30% pour tout ce qui est audiovisuel. Et on a encore des relances à faire. Peut-être vous aurez un petit mail d'ici tantôt. Si les financements sont perçus en Suisse, si donc la branche audiovisuelle a fait une demande de financement auprès d'une institution en Suisse, de quel type est-elle? Principalement, ce sont des soutiens privés ou publics régionaux. À savoir que la culture étant principalement cantonale en Suisse et subsidiaire au fédéral, c'est normal aussi que ce soit des fonds publics régionaux qui viennent en premier. La provenance de ces financements, comme vous le voyez, c'est le soutien cantonal. La loterie romande, qui fait un chouette boulot au niveau roman, justement. Nos amis alémaniques n'ont pas la même collaboration, ni au niveau de Cinéforum,
qui vient en deuxième, ni au niveau de la loterie romande. Donc là, on a quand même une collaboration intercantonale assez forte et assez novatrice. Et puis le FC arrive en dernier, mais cela veut dire quand même un joli soutien régional. À noter toutefois aussi que 88%, alors c'est vrai que quand on agrège pour ceux qui font des maths en même temps que vous m'écoutez, c'est vrai que lorsqu'on agrège toutes ces réponses, on arrive à plus de 100%, tout simplement parce que c'était un multiple choice. Et donc, les gens pouvaient dire, généralement, un financement n'est pas d'une seule, ne provient pas d'une seule bourse, et c'est pour ça qu'ils avaient plusieurs cases à cocher. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu de financement suisse. Ça, c'est aussi à noter. Pour le secteur de la création numérique, nous avons les fondations qui pallient justement à l'offre de soutien financier encore, j'aimerais dire défaillante, mais qui est en structuration en fait, parce qu'on attend tous les prochains messages, les prochaines bases légales pour justement permettre de nouveaux types de subventions. Et également les cantons. Cinéforum fait bien son œuvre, mais on n'a pas non plus un gros soutien comme pour l'audiovisuel classique qui est bien rodé. Et donc, lorsqu'on leur demande, mais finalement, pour l'audiovisuel et pour la création numérique, quels sont vos 5 premiers bailleurs, si on veut bien, vous avez cette slide-là. Donc, on a dit la loterie romande, le soutien cantonal, ici aussi Cinéforum, le soutien cantonal, et puis l'OFC qui vient en dernière position chez chacun. Donc, quelque chose à faire au niveau fédéral. Ce qui est normal aussi, c'est qu'étant donné que beaucoup de ces soutiens sont régionaux, l'OFC n'entre pas en matière, car l'OFC n'entre en matière que lorsqu'on a un projet ou un intérêt national. Et donc, 60% de ces structures de la création numérique nous disent avoir besoin de structuration aussi au niveau de la branche, tout simplement. Mais c'est en cours, c'est ce qui se passe déjà chez nos amis français et allemands, et donc ça ne devrait tarder ici, et on s'y emploie. J'ai laissé 2-3, mais je pense que je vais devoir passer un peu rapidement sur les 2-3 mots qu'on avait ressortis des plages libres. Mais le message est donc qu'il y a encore beaucoup à faire, et c'est le message aussi que nous voulons faire passer auprès des décideurs et auprès des politiques. Et ça va aussi nous permettre, toute cette étude et sa finalisation, de structurer, comme le demande le terrain, et d'avoir encore plus de soutien en Suisse, mais aussi avec nos partenaires à l'étranger. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, oui, effectivement, on profite d'enchaîner pour vraiment créer le fil narratif. S'il y a des questions, vous aurez le temps à la fin, à l'occasion du vernissage, où les speakers seront à disposition pour répondre à vos questions. De la création à la réalisation, il y a une étape essentielle, on en parlait, c'est celle du financement. Quelles sont les pistes de financement qui existent aujourd'hui? C'est la réflexion que Nathalie Pichard va partager avec nous à présent. Nathalie est la directrice exécutive de l'Art Tech Foundation, la fondation qui a pour mission de créer des ponts entre les musées, les startups, les artistes et le monde académique. Elle est également à la tête de Concilio, pour lequel elle développe des projets qui allient innovation, technologie, art et culture. Nathalie, je vais te donner la parole et la place. Le micro est ici. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour partager aussi quelques réflexions, et j'espère peut-être plus tard en fait pouvoir entamer un débat sur ces questions de non seulement d'industrie culturelle et créative, parce que je vais plutôt parler de ces éléments-là, donc élargir un peu la définition donnée par Laetitia, et puis évidemment parler des difficultés aussi que nos industries culturelles et créatives ont pour se faire financer, et ceci va aussi dans la suite de ce que Laetitia vient de nous dire. Alors, j'aimerais juste
pouvoir vous donner quelques éléments sur la fondation, parce que ça va vous donner aussi le périmètre de ce que je vais dire, en fait. Hein. Qui nous sommes va aussi influencer mon discours. Et donc, donner le périmètre, en fait, de notre fondation est aussi, dans ce cadre-là, important. Donc, nous sommes une fondation qui, depuis 2017, travaille pour promouvoir. J'aime bien maintenant, aujourd'hui, parler de lobbying aussi, et je crois que Laetitia, tu viens de nommer aussi cela de cette manière-là, parce que nous devons promouvoir en fait la culture, la technologie et l'entrepreneuriat. Et ce mix des trois est essentiel en fait aujourd'hui quand on parle de financement de l'entrepreneuriat, que ce soit dans notre pays ou à l'international. Donc nous promouvons ces industries culturelles et créatives au niveau national, mais également au niveau international. Nous avons différents produits, si on peut l'appeler comme ça, à la fois la mise en place d'un réseau, et par réseau, on parle d'un réseau de personnes ou de personnalités, d'entités qui viennent de ces différents mondes qui généralement ne se côtoient que très peu, c'est-à-dire les entrepreneurs, jeunes ou plus matures, je pense aux startups ou aux compagnies un peu plus grandes, un peu plus posées. Également les investisseurs, bien sûr, quand on parle finance et entrepreneuriat, mais également les institutions culturelles, également aussi le milieu de l'innovation que représente le milieu académique notamment, qui est, si on parle de la Suisse, extrêmement foisonnant aussi. Donc, nous organisons un forum annuel, c'est le lieu de rencontre de tous ces professionnels-là, c'est le lieu de réseautage aussi, et c'est le lieu, en fait, de présenter des tendances, en fait, qui sont, par tendance, on entend aussi actualité, qui sont actuelles, et donc on souhaite mettre en avant, j'en parlerai un petit peu plus tard. On organise aussi le prix Artec, c'est une compétition de start-up dont le domaine culture-technologie. On invite 8 start-up à pitcher, on leur donne 10 000 francs suisses, mais surtout l'accès à notre réseau aussi, mais on le fait aussi pour l'ensemble des start-up qui nous approchent. On accompagne, en fait, je dirais, le développement de start-up autant que possible. J'aime parler d'un incubateur virtuel parce qu'on a fait le choix de ne pas mettre en place un incubateur au sens classique du terme ou un accélérateur au sens classique du terme pour différentes raisons, mais aussi parce que d'autres le font mieux que nous. Mais par contre, mettre à disposition le marché, le réseau est quelque chose qui est essentiel et qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a 40 start-up dans notre porte-monnaie, en quelque sorte, enfin, qu'on espère pouvoir valoriser à un moment donné. Et puis, on a un deal flow d'à peu près 700 startups, si on parle venture capital, comme on le fera plus tard. On soutient aussi la mise en place d'un fonds d'investissement venture capital, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, de quoi parle-t-on? Parce que ceci, si je me place du point de vue des investisseurs, c'est très important en fait de savoir de quoi on parle. Laetitia nous a parlé de tout le domaine XR, immersion, c'est effectivement une tendance extrêmement forte aujourd'hui, mais nous parlons aussi d'autres secteurs qui sont représentés dans ce cercle et dans ces multiples cercles. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, au niveau de la Fondation, c'est de travailler autant de la musique, de la préservation du patrimoine, de la fashion, donc de la mode, par exemple, et du marché de l'art, etc. Donc, on est vraiment une compréhension, je dirais, du domaine culture technologique extrêmement large. Ce qui est aussi important et de plus en plus, en fait, parce qu'on a vu une évolution depuis 2017 vers ces nouvelles technologies de production, de distribution, et on voit aussi qu'en termes d'investissement et de pistes de financement, ce sont effectivement aussi des zones qui sont très valorisables, je dirais, d'un point de vue du financement. Donc, tout cet écosystème est extrêmement foisonnant. On voit ici quelques noms de start-up en fait que nous avons ou accompagnés ou intégrés, je dirais, dans notre écosystème à nous, Artec. On les voit en fait. Ces start-up en fait sont extrêmement profitables finalement. Quelques chiffres, hein, sans entrer trop dans le détail. On voit qu'en Europe, en fait, les industries culturelles et créatives ont généré plus de 650 milliards aujourd'hui. On voit aussi que c'est le 4e secteur d'emploi au niveau européen, en 2019 en l'occurrence, mais aujourd'hui ça n'a pas changé. On voit aussi qu'on a à peu près 10% de tous les investissements venture capital qui se portent
en fait aussi sur ce segment-là des industries, donc des industries culturelles et créatives. Donc, ce secteur-là n'est pas anodin. Ça, c'est déjà la première chose qu'on aimerait faire passer comme information et qui est parfois difficile à faire passer. Quelques exemples pour ceux qui n'auront pas encore compris de quoi on parle. Alors nous, ce qu'on cherche aussi à soutenir, c'est les futurs Spotify, c'est les futurs Alendo, c'est les futurs Get Your Guide, etc., dont on voit aussi qu'ils ont levé en fait en termes aussi venture capital des financements non négligeables. Sans entrer dans le détail, on voit quand même quelques dizaines, centaines de millions là, voire milliards en l'occurrence pour Spotify. Donc une capacité réelle en fait à lever des fonds. Ce qu'on peut dire aussi en termes d'investissement, c'est que on a vu évidemment dès 2020, dès la pandémie, qui a quand même quelque chose de positif. C'est vrai que pour notre domaine, en fait, cet ralentissement et ce ralentissement et le fait que les gens aient pu consommer, je dirais, de la culture et de la créativité à tout moment, partout, sur n'importe quel appareil, notamment pendant cette période, c'est vrai que 2020 est un moment en fait très important aussi pour notre domaine. Ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'on voit qu'on a la poursuite des investissements, voire une accélération ces 2 dernières années d'investissement dans le domaine. Alors peut-être un petit peu moins maintenant avec la situation internationale, malheureusement. On a aussi une démocratisation de l'art, et puis je dirais qu'on a aussi une accélération de créativité, en fait, ou de créateurs qui utilisent aussi des outils nouveaux, qui utilisent la technologie nouvelle pour monétiser, en fait, leur création. C'est aussi intéressant de voir qu'en fait, on a aujourd'hui l'émergence de nouveaux business models. Concrètement, les modèles qui ont été développés par les plateformes de streaming, je parle de Netflix puisque tout le monde le connaît, mais il y a évidemment beaucoup d'autres. On est passé d'un modèle de propriété à un modèle d'abonnement, surtout dans le domaine audiovisuel, mais aussi du domaine du marché de l'art. On a, comme je l'ai dit, une accélération de l'art numérique, par exemple par la dimension des NFT, une nouvelle classe d'actifs, donc quelque chose de nouveau, d'intéressant aussi pour les investisseurs. Et puis, comme je le disais, on a de nouveaux outils de monétisation pour des millions de créateurs. Donc les TikTokers, les Facebookers, enfin peut-être moins maintenant pour Facebook, mais enfin, vous connaissez tous ces réseaux sociaux, utilisent aussi de nouveaux outils qui leur permettent de mieux comprendre en fait leur public cible, leurs consommateurs, et de valoriser en fait leur création. Ce qu'on voit aussi, vous avez quelques exemples sur la droite en fait de start-up que nous suivons au niveau de Artec et qui ces 2 dernières années ont explosé, on peut dire. Je parle par exemple de Kinetics qui propose un outil très facile d'utilisation, de captation de mouvement, alors que c'est un domaine qui était assez compliqué jusqu'à présent. Donc ils sont passés de 2 personnes et je crois qu'ils sont maintenant 150, donc dans un laps de temps extrêmement bref. Donc on voit ces tendances que j'ai déjà un peu évoquées, surtout sur la dimension audiovisuelle, surtout sur l'interactif et l'immersif, comme Laetitia aussi le montrait. Et puis on voit aussi qu'on a des clusters en fait de créativité, de créatifs qui se sont mis en place. Là, je parle de l'Europe essentiellement, mais c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, on a aussi un certain nombre d'émergences aussi de vrais clusters. Et ce qui est intéressant pour l'Europe, et on parlera un tout petit peu de la Suisse après, c'est qu'on a quand même de fortes concurrents aussi, je dirais, si je me place par rapport à la Suisse, dans le nord de l'Europe notamment, évidemment beaucoup en UK, qui n'est plus dans l'Europe politique, mais reste comme nous, en fait, dans l'Europe géographique. Et puis l'émergence aussi, par exemple, en Italie, tout ce qui est fashion et fashion tech est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'en arrive à la fin finalement. Quelles pistes avons-nous pour financer nos industries culturelles et créatives? Alors c'est vrai que Laetitia, tu as donné aussi avec votre analyse un certain nombre de pistes. Ben oui, vous parlez de visibilité. Moi, je parle de lobbying, mais je pense que toi aussi. On parle aussi de soutien financier, public, parapublic. Alors c'est vrai que
si on se place d'un point de vue international, hein, comme nous le faisons au niveau de la Fondation, ce qu'on observe avec beaucoup d'envie, c'est l'Europe qui investit massivement des milliards, hein, donc le Creative Europe ou Europe Créative investit pour ces 6 prochaines années presque 2,5 milliards d'euros. Hein, donc ça, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il faut savoir aussi, depuis la Suisse, comment on peut accéder en fait à cette manne. On a aussi différents fonds d'investissement, notamment pour la création de fonds venture capital, qui se mettent en place aussi avec des montants tout à fait intéressants. On voit aussi qu'il y a un très fort soutien sur la dimension média, interactif, immersif, qui sont aussi des éléments qui sont intéressants pour la Suisse, où on a un réel savoir-faire, comme Laetitia, tu viens de l'exprimer. C'est vrai qu'on voit aussi, mais j'aimerais aussi dire que ce n'est pas forcément ce qu'il faut rechercher non plus, cette aide publique et parapublique. Il ne faut pas assister nos industries culturelles et créatives, parce que ça risque un peu de biaiser un peu le système. Nos amis européens, et notamment les Français, qui sont très actifs en fait pour promouvoir leurs industries culturelles et créatives, pour mettre en place du seed money, des incubateurs. En fait, une fois que le tour de table suivant doit passer, c'est très compliqué pour eux. Hein. Donc c'est vrai qu'on préfère aussi parler d'un financement dès le début par du capital risque. Et là, ce qu'on voit aussi au niveau européen, c'est qu'il existe pas tant que ça, mais plutôt des fonds qui sont très sectorisés, sur le gaming notamment, sur l'immersion, sur la musique, mais peu qui sont, je dirais, un peu généralistes, comme ce que nous souhaitons faire en fait avec notre fonds que nous avons appelé Next Creatives Venture Fund, que nous cherchons à mettre en place maintenant. Mais qui a un certain ralentissement vu la situation internationale en termes de fundraising. Mais nous y arriverons. Alors voilà, j'en arrive à la fin finalement pour mettre aussi un petit peu le débat en fait en route, pas forcément ce soir, mais j'espère à d'autres occasions et avec des investisseurs, des corporates aussi. Finalement, pour être un petit peu brutal, c'est vrai qu'on a très peu de compréhension et de connaissance du secteur dans son ensemble, hein, tel que je viens de le définir en Suisse, ce qui rend très difficile finalement l'investissement, le mécénat dans ces secteurs-là. Ce qui est aussi une réalité, c'est que nous n'avons pas une masse critique, on a très peu d'entreprises, donc on a très peu d'innovation aussi dans ce domaine-là, si on compare à d'autres pays européens, même de taille identique, un peu comme la Belgique. C'est vrai qu'on voit quand même une émergence dans ces mêmes petits pays, vraiment d'une innovation qui est beaucoup plus forte qu'ici. On a, Laetitia vient de le dire aussi, un soutien public, parapublic quasi inexistant, effectivement, la loterie romande pour le canton, enfin pour les cantons romans, mais qu'en est-il du reste de la Suisse? On voit que c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment des investisseurs très, très, très timides. Et là, c'est vrai que c'est aussi un appel, en fait, à ces investisseurs-là, y compris des corporates, y compris des banques, qui pourraient aussi investir dans ce domaine-là. On a un savoir-faire quand même en Suisse, aussi par rapport à la détection, je dirais, de bonnes start-up, de bonnes entreprises. Et puis, je dirais, on a aussi, c'est un petit peu plus gênant, je dirais, on a beaucoup d'ambition. On a beaucoup de cantons qui se déclarent Artec canton, voilà, etc. Je pense particulièrement au canton de Genève, au canton de Vaud. Mais finalement, on a des ambitions qui sont aujourd'hui, il faut être clair, impossibles à combler. Voilà, donc ce soir, je fais aussi un appel pour que nous puissions fédérer en fait nos forces. Et je pense que c'est vrai que les initiatives de Virtual Switzerland, des nouvelles fondations qui existent, sont essentielles pour ceci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Et oui, je me joins à l'appel de Nathalie définitivement. La collaboration et l'esprit, en tout cas, de co-construction en la matière est essentiel pour pouvoir avoir un peu plus de force de persuasion et surtout d'action. Et justement, un des enjeux mentionnés par Nathalie, c'est celle de la compréhension du secteur. Et bien, s'il y en a un qui connaît bien son domaine, c'est notre prochain speaker, le Web 3 ou Web 3.0, Web social, blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'inscrit comme une opportunité pour la création numérique? Comment le Web3 peut-il servir la création? Guillaume est le spécialiste de la question et cofondateur de Hinterland. Nous en parle, Guillaume.
Bonsoir. Donc oui, effectivement, on a beaucoup parlé de financement. On va essayer de parler surtout de quoi on parle en fait. Le Web3, c'est un peu le grand buzzword de cette année avec Metaverse, NFT. Je pense que c'est important un peu de poser les bases, de se dire au-delà du buzz, en quoi, quels sont vraiment les réels intérêts pour la création, que ce soit des investisseurs ou aussi par les créatifs. Donc déjà, refaire un peu de généalogie et un peu d'historique. On est aujourd'hui à Genève. Et à Genève, il y a 30 ans, on a tendance à oublier, mais c'est ici qu'a été fondé le web. Effectivement, donc Internet, c'est une invention suisse et c'est une invention genevoise. Donc le web, il fonctionne parfaitement bien. On en a des usages. Ça a été la plus grande révolution, on va dire, sociétale depuis son existence. Sauf que le web a une problématique, un problème spécifique qui est l'impossibilité d'unicité numérique. Quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez n'importe quelle forme d'information sur Internet, celle-ci est systématiquement répliquée. On copie l'image, on copie la donnée, ce qui a mené à une culture du copier-coller. Ce problème a été réglé pour la toute première fois en 2009 avec évidemment l'invention de la blockchain et évidemment de sa mise en place de Bitcoin en 2008-2009. Donc, on est arrivé, Bitcoin a ouvert la voie à ce qu'on appellera aujourd'hui le Web 3. Web 3 qui est donc une nouvelle itération du web basée sur les technologies blockchain. Alors, le Web 3, il fait suite à deux anciennes ou deux précédentes itérations de ce web-là. Donc, le web 1, qui était le web des années 90, on va dire, où on allait sur Internet uniquement pour consommer de l'information. On allait pour lire, mais on n'allait pas forcément participer sur le réseau. De là, on a vu l'apparition des GAFAM ou des BATX pour leur pendant chinois, où on a commencé à pouvoir éditer et à créer du contenu. C'est le web dans lequel nous nous trouvons toujours, avec évidemment les plus grands groupes au monde. Twitter, Instagram, Facebook, qui eux vont justement capter la donnée et surtout la thésauriser, non pas sur les utilisateurs, mais pour leur propre ego. Donc on voit en fait ce que propose le Web3, c'est de redonner le contrôle aux utilisateurs en disant qu'on va vous redonner le pouvoir de contrôler les données et de redonner le pouvoir sur la création et sur la valeur produite sur Internet. Alors ce Web3, qui est un sorte de grand fourre-tout assez vaste, va, ou du moins peut se définir à travers 5 grandes thématiques ou 5 grandes verticales de développement. Premièrement, c'est évidemment la mise en place d'un système de valeurs, donc une monnaie universelle pour le monde libéré des gouvernements et de tout un sens de contrôle. Donc ça a été les crypto-monnaies avec Bitcoin, évidemment, en 2008-2009. Puis la mise en place d'une économie, c'est ce qu'on a appelé du coup la DeFi, pour la Decentralized Finance, qui va pouvoir irriguer un système de propriété. Et c'est là où on arrive évidemment à cette grande question des NFT. Alors les NFT, si aujourd'hui se conçoivent majoritairement pour 99% de JPEG qui n'ont qu'une très faible utilité, ce qui est parfaitement juste, cela étant, dans les 1% restants, il faut concevoir que là, c'est une capacité à pouvoir capitaliser ou unifier n'importe quelle entité numérique. Un certificat de naissance, une part de marché, une pièce d'identité, un diplôme scolaire, ce qui va évidemment fluidifier l'intégralité des échanges. Ces 3 premières thématiques vont évidemment être gouvernées par ce qu'on va appeler les DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui est un système de gouvernance supra-étatique, sur lequel on va voir un exemple, qui évidemment va pouvoir fluidifier toutes les instances de contrôle. Toutes ces parties-là, évidemment dirigées par les DID, pour Decentralized Identifier, qui est la plus grande thématique qu'on aura sur Internet d'ici les 10-15 prochaines années, qui est l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est que la mort numérique, l'identité numérique? Est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle est plurielle? C'est un sujet extrêmement complexe qui est déjà étudié depuis plusieurs années, mais qui va vraiment faire ses preuves à travers la question du Web3. Alors, si on devait retenir un peu 2 grands sujets, 2 grands points de ce Web3, c'est évidemment, d'un point de vue, la capacité de la propriété numérique, qui permet de produire des échanges et des actifs numériques et de débloquer toute la question de l'économie circulaire. Alors, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais on pourrait citer par exemple l'entreprise Artefact, qui aujourd'hui capitalise plus sur le marché secondaire que sur la vente de produits directement, ce qui évidemment change toutes les questions écologiques, qui est extrêmement primordial. Et deuxième exemple, c'est l'interopérabilité de comment est-ce que ces données
peuvent s'échanger d'un réseau à un autre. Alors là, c'est un sujet à part entière relativement complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais justement de comment est-ce que les données sur YouTube peuvent s'interopérabiliser avec les données sur Spotify, sur un jeu vidéo qui va venir dans de la musique, et donc tout va hybrider la donnée et la création. Alors, l'art, du coup, dans ce sujet, va devenir complètement proactif. On va voir que d'un point de vue de la création, ça va complètement casser l'intégralité des codes, et que ce qu'on a pu voir l'année dernière, où n'importe quelle petite photo de chat tout mignon était vendue en NFT, ce qui n'avait absolument aucun intérêt à l'époque et ce qui n'en a toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui que le buzz est un peu redescendu, on va pouvoir commencer à étudier des projets ou des propositions extrêmement passionnantes dans leur mise en œuvre et dans ce qu'elles apportent. Donc 3 potentiels primordiales. Première, la question des œuvres collaboratives. On voit ici Boto, donc qui a été initié par Mario Kligerman, qui définit son projet comme une sorte d'artiste autonome décentralisé. Donc là, c'est un peu un tout en un. On va mettre en place une sorte de machine learning avec de la communauté, de la gouvernance pour créer des œuvres collectives vendues aux enchères. Donc comment ça marche ? On se connecte avec un wallet, on va pouvoir dépenser donc, des tokens, donc des monnaies spécifiques pour voter sur les œuvres que l'on préfère, donc qui a été évidemment créée par une IA. Donc la communauté va voter et à travers un processus de diffusion vont pouvoir par la suite vendre ces œuvres aux enchères dont les gains vont être redistribués à la communauté pondérés selon le poids de leur vote. Donc on voit que la première question déjà ici, c'est ces œuvres collectives ont une paternité questionnable. Où est l'artiste ? Est-ce qu'elles appartiennent à Kligerman ? Est-ce qu'elles appartiennent évidemment à l'IA ou est-ce qu'elles appartiennent à la communauté, sachant que c'est un peu les trois à la fois. Et donc, du coup, on a des œuvres avec une propriété partagée et une paternité partagée. Deuxième potentiel, c'est toute la question de la gamification qu'on va trouver à travers la création, avec notamment cet exemple de Lost Poet, développé par l'artiste Pac, donc un très grand proche de Nicolas Assange. Il faudrait évidemment rentrer dans la question de la politisation du Web3, avec notamment la question des cypherpunks. Mais là, on voit que d'une simple collection d'NFT, donc on est encore une fois dans ces JPEG un peu inutiles, ce que propose Pac, c'est bien au-delà là. Ce qu'il propose, c'est une porte d'accès à une expérience qui va se durer sur plusieurs mois, plusieurs semaines, où il va y avoir une sorte de jeu de piste, une sorte d'investigation, où la communauté va devoir échanger des données, partager entre elles, pour essayer de résoudre cette grande énigme en ligne, pour débloquer des jeux ou une sorte de poésie assez particulière. Donc là, on voit par exemple la mécanique derrière, donc toute l'intégralité du jeu qui a été mis en place derrière cette collection-là. Donc on voit que derrière un simple JPEG, le JPEG en fait nous permet d'accéder, comme le ferait un ticket de cinéma, à une expérience spécifique. Donc quand on voit un JPEG aujourd'hui, c'est comme si on regardait un ticket de cinéma. Ce qu'il faut regarder, c'est non pas le ticket, mais vers quoi, quelle est la porte que nous ouvre ce ticket vers une expérience spécifique. Donc la création du coup n'est plus contemplative, on va juste regarder l'image ou sa définition, mais il va devenir complètement expérientiel. Maintenant, tous les grands projets de NFT sont des choses qu'on va offrir des usages, on va offrir évidemment de l'expérience en disant mais à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on va vivre avec ces œuvres-là. Et la dernière potentialité, qui est à mon sens la plus intéressante, la question des œuvres politisées. On va prendre un exemple qui est, à mon sens, le plus bel exemple de Web3 et qui est le projet le plus important qui existe aujourd'hui, qui est NanDAO. Donc, encore une fois, ce projet propose la vente aux enchères d'une de ces images qui est parfaitement open source, dont les gains, la vente de ces œuvres. Donc, il faut savoir qu'une de ces œuvres en JPEG coûte à peu près entre 200 et 300 000 $. Donc, on n'est pas du tout dans des sommes anecdotiques, mais que les sommes ne vont pas aller, non pas à l'artiste qui aurait mis en place la plateforme, mais va aller dans une trésorerie. On voit en haut cette trésorerie de 30 000 Ethers. Ce qu'on voit ici, c'est non pas un JPEG, enfin, on voit effectivement un JPEG d'un NFT, mais ce qu'on voit, c'est un droit de vote. Ce NFT, c'est un droit de vote pour contrôler cette même trésorerie qui a été alimentée par la vente de ses propres NFT. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est une communauté, donc c'est une œuvre artistique qui s'apparente à un droit de vote, qui permet de contrôler une cagnotte, une trésorerie qui représente aujourd'hui entre 40 et 60 millions de $, qui permet de faire de la curation, de financer n'importe quel type de projet. On voit par exemple ici les 130 propositions qui ont été votées, donc soit qui ont été en échec ou qui ont été validées. Et parmi une de ces propositions,
On pourrait parler de la proposition 42, qui a été de proposer d'envoyer sans Ether pour la crise humanitaire en Ukraine, en passant par le compte Ethereum d'UNICEF. Donc on voit sur la droite, évidemment, la description de la demande et que l'intégralité des propriétaires de ce NFT-là ont voté ont approuvé pour envoyer, du coup, sans Ether à la trésorerie d'UNICEF. Là, on est dans un système qui est supra-étatique dans le sens où aucune instance gouvernementale ou étatique dans le monde n'a la capacité technique ou légale d'arrêter un tel système. Donc on voit que quand c'est pour aider la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui est absolument loyable, du moins de notre point de vue européen. Si demain c'est pour financer des actes terroristes, ça l'est tout de suite beaucoup moins. Et dans les deux cas, il n'y aura aucune instance capable d'empêcher ce genre de choses. Donc on se retrouve avec des œuvres hybrides qui deviennent complètement indéfinissables. On va pouvoir citer brièvement la question, par exemple, du gaming, où un même item de jeu vidéo peut s'apparenter à une piste de musique, s'apparenter à une œuvre d'art, s'apparenter à une part sociale d'une entreprise, comme par exemple ce que les Board Yacht Ape Club. En conclusion, 4 points. Donc, les NFT, c'est bien plus que des images numériques, même si aujourd'hui, le marché a été drivé par ces images-là pendant un an. Donc, 99% des NFT sont des images, mais 99% des capacités des NFT ne sont bien sûr pas des images. L'hybridation et la paramétrabilité offrent un nouveau terrain d'exploration. C'est extrêmement important. Que le Web3 va permettre évidemment de repenser l'intégralité des modèles économiques traditionnels. On aurait pu parler évidemment du financement participatif avec toute l'idée des ICO qu'on aurait pu parler sur les Initial Coin Offering. Et évidemment, l'œuvre, elle va résider non pas dans le token, mais dans le smart contract. Ça, c'est extrêmement important. On voit que ce n'est pas l'image qu'il faut voir. Il ne faut pas voir ce qui est projeté sur l'écran, mais ce qui se trouve derrière dans le code. C'est là qu'on voit tout l'intérêt, ce qui veut dire que l'artiste de demain ne sera moins un peintre qu'un codeur ou un développeur lui-même. Donc l'enjeu des NFT ne réside pas dans leur transposition du monde physique, ce qu'on a vu par exemple l'année dernière, mais bien dans une approche et une réponse qui est spécifique du numérique. Et c'est là où est toute la complexité de ce travail. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Le moins qu'on puisse dire, c'est que des opportunités, il y a. Et la question est, qui investit? Ça tombe bien, pour nous aider à mieux comprendre les motivations des investisseurs et les enjeux qui y sont liés. J'invite Alexis Kremer à me rejoindre, responsable de la gestion conseil pour la Suisse romande chez Julius Baer. Bonsoir tout le monde. Je remercie iFlow pour me donner l'opportunité de me retrouver devant vous, de vous parler de Web3 du côté investissement, en ce qui me concerne, de partager avec vous notre expérience en tant que banquier privé et surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous, de partager l'expérience de nos clients en tant qu'investisseurs. Ça a été très bien résumé par M. Helleux dans sa présentation. J'avais 4 slides, j'en ai plus que 3 maintenant. Le Web3, c'est l'Internet de la propriété numérique. Ça reprend le web que nous connaissons actuel, c'est-à-dire le web des plateformes. Puis vous allez rajouter 3 choses qui sont essentielles là-dessus. La première chose, c'est la blockchain, qui est une nouvelle infrastructure technologique qui est essentielle au Web3. La deuxième chose, ça va être les actifs digitaux, qui vont nous permettre d'échanger de la valeur, d'acheter et vendre d'une nouvelle manière. Et la troisième chose, ça va être le métaverse, qui va être une nouvelle expérience immersive, complètement différente par rapport à ce qu'on connaît. Donc nous, si nous doutons du fait qu'on va arriver à une décentralisation dans sa forme pure, complète, non. C'est pour ça qu'on préfère parler d'évolution d'Internet que de révolution. On reste convaincu du potentiel transformateur de la blockchain, des technologies de la blockchain, même après FTX, pour ceux qui connaissent le monde des cryptos en ce moment, qui est un tremblement de terre, ça ne change rien au potentiel de ces technologies. Donc, je vais aborder 2 actifs digitaux sous l'angle des investissements, les crypto-monnaies, les NFT rapidement, et puis je vais terminer avec le métaverse. Au niveau des crypto-monnaies, donc ce qu'on peut considérer comme étant un petit peu le lubrifiant de toute cette infrastructure du Web3, on va prendre l'exemple du Bitcoin, la plus connue, la plus ancienne, la plus sûre technologiquement et surtout en fait la seule sur laquelle on a un track record, on a assez de recul. Ça fait à peu près 12 ans que ça existe et on va dire on prend des cotations un petit peu plus depuis une dizaine d'années.
Non, que l'on soit clair, non, le Bitcoin n'est pas une devise, non, le Bitcoin, c'est pas possible, c'est trop volatile. Je vous fais pas un dessin, tous ceux qui suivent les prix du Bitcoin l'ont bien compris. Non, le Bitcoin n'est pas un moyen de paiement, c'est trop lent. Techniquement, on peut processer 4 transactions par seconde avec du Bitcoin aujourd'hui. Visa, Mastercard, c'est à peu près 25 000 transactions par seconde et ils peuvent monter en puissance. En revanche, le Bitcoin, vous pouvez l'appréhender de par sa construction technologique comme une forme d'or digital. Et c'est probablement la meilleure manière de positionner le Bitcoin en tant qu'investissement, un investissement passif pour le long terme. Nous avons conduit donc des analyses sur ces 10 dernières années du Bitcoin. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est un portefeuille en bleu foncé traditionnel, 50% d'actions, 50% d'obligations. Puis sur le portefeuille qui est en bleu juste au-dessus, on a rajouté 1% de Bitcoin. Donc 49,5 d'actions, 49,5 d'obligues, 1% de Bitcoin. Sans surprise, avec le parcours du Bitcoin sur ces dernières années, il suffisait d'ajouter un tout petit peu de Bitcoin et vous avez un nouveau portefeuille qui explose à la hausse, un portefeuille traditionnel, mais au prix d'une énorme volatilité. Je vous rappelle juste que même après la chute de 80% à peu près du Bitcoin, où on doit être à 70 maintenant depuis les plus hauts l'année dernière, le Bitcoin, c'est une hausse de 100% par an sur les 10 dernières années. Donc ça a attiré énormément de spéculation. Le plus important pour vous en tant qu'investisseur potentiel à retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un grand montant de Bitcoin dans un portefeuille. On a fait des études en intégrant le risque, c'est-à-dire le potentiel de fluctuation. Avec 1% de Bitcoin, c'est une sorte de poids optimal. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus, 2-3%. Vous n'aurez pas un supplément de rendement pour le risque que vous allez prendre. Et puis en dessous, ça ne sert à rien. Donc déjà, quand on fait ces simulations pour des gens qui ont des portefeuilles investis, sachant que ce n'est pas tout le monde qui a des portefeuilles investis et que vous tenez compte ensuite du second pilier, etc. En fait, au final, bottom line, pardon, mon anglicisme, conclusion, dès le début, il n'a jamais été question en tant qu'investisseur d'avoir des grosses positions dans des crypto-monnaies. Et là, je vous ai parlé du Bitcoin, je ne vais pas vous parler des autres, même l'Ethereum qui est super intéressante, là c'est encore différent, on va y venir, simplement parce qu'on n'a pas de recul nécessaire. Donc au final, la meilleure manière d'appréhender le Bitcoin, vous l'avez bien compris, c'est ce qu'on appelle un amplificateur de rendement. Vous investissez dans le Bitcoin parce que vous recherchez qu'une chose, ce sont des rendements qui sont très importants, on appelle ça une optionnalité. Vous investissez un certain montant, vous avez le potentiel de faire x2, x3, x4 si ça marche, et on l'a déjà fait. Mais en même temps, vous avez la possibilité, ça c'est clair, de tout perdre. C'est comme ça qu'il faut l'enregistrer. Dernière chose, ceux qui sont effarés parce que le Bitcoin baisse de 70%, c'est juste la 4e fois que le Bitcoin baisse de 80% sur à peu près un an depuis son lancement. Donc il n'y a rien de nouveau. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est business as usual, mais presque. De manière un peu provocative, vous l'avez bien compris. Donc au final, la meilleure manière d'envisager les investissements dans ces cryptocurrencies, c'est vous les considérez comme si vous faisiez un investissement dans des fonds de capital risque. Le capital risque, c'est réservé à un certain type d'investisseurs très aguerris avec les marchés financiers, avec cette technologie pour le long terme, et vous êtes prêt à perdre si ça ne marche pas. Ça s'appelle du capital risque. Plus intéressant que le Bitcoin, c'est les autres blockchains, et notamment l'Ethereum et toutes celles qui suivent, qui ont permis ce qu'on appelle la tokenisation des actifs et donc la création des jetons fongibles et des NFT. Ça a apporté une vraie solution, vous l'avez très bien souligné, Monsieur Helleux, dans le monde de l'art au niveau des NFT, ces problématiques de copie, d'authenticité et à nouveau de monétisation de votre création numérique. Dans d'autres secteurs, je ne vais pas développer là-dessus, ce qu'on appelle avec les jetons fongibles, ça vous permet d'apporter la liquidité là où il n'y en a pas. Des PME aujourd'hui, potentiellement, peuvent, à travers les jetons fongibles, trouver des sources de financement. Alors jusque-là, vous allez me dire, c'est du crowdfunding, il n'y a rien de nouveau. Mais une fois que vous avez fait votre levée de fonds, vous pouvez ensuite créer un marché sur lequel vous allez échanger ces tokens. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la page web de la société Coca, le Coca vaudois, QOQA, qui a tokenisé l'équivalent d'1 million de francs pour une levée de fonds pour construire sa dernière brasserie à Bussigny. C'est super intéressant. Ils communiquent, c'est tout à fait officiel. Ils ont levé ces fonds sous forme de tokens. Et d'ici quelques mois, quand les fonds seront libérés, les détenteurs, donc ceux qui ont amené de l'argent, qui ont participé à cette levée de fonds, ils pourront échanger sur un marché
ils pourront échanger leurs tokens, c'est-à-dire revendre leur participation si un autre acheteur estime que lui, il n'a pas pu faire partie du premier tour de financement, mais qu'il a vraiment envie de participer à cette aventure. Donc en fait, pour simplifier, c'est juste un exemple que les marchés de capitaux qui étaient réservés à Nestlé et consorts jusqu'à présent, avec ce type de solution, idem, ce coup-ci c'est des fongibles et pas des non fongibles, il y a vraiment des nouvelles solutions qui sont tout à fait officielles, qui marchent et qui sont réglementées, encadrées. Donc là, ce que vous disent les deux charts, c'est à peu près la même chose. À droite, vous avez la totalité des NFT, donc ça regroupe les NFT sur l'art notamment, puis les NFT sur le gaming, sur les cartes, etc. Et à gauche, vous avez uniquement des tokens sur les jeux vidéo. Concrètement, on le voit, c'est une correction. Et elle est plutôt méchante, mais nous, on considère que c'est une correction qui est très saine. Il y avait énormément de spéculations qui se sont déversées sur ces marchés l'année dernière. C'est normal. Le prix des cryptos avait explosé à la hausse. Ceux qui avaient des cryptos, ils ont enregistré des gains faramineux en crypto. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces cryptos? Ils investissaient massivement dans des œuvres d'art notamment, d'où les fameux 69 millions de ventes, 69 millions de dollars de ventes pour le fameux Beeple. Au niveau investissement, de la même manière qu'on ne se prononce pas sur les investissements dans des tableaux d'art, ce n'est pas notre métier, on ne se prononcera pas sur les NFT en tant qu'investissement en tant que tel, pour l'instant. En revanche, nous, en tant que banquier, il y a évidemment un créneau qui nous intéresse énormément, c'est de se positionner comme coffre-fort numérique, évidemment. Les banquiers privés suisses, je ne vais pas vous la développer, mais sont plutôt connus pour être bons dans les services de coffre-fort pour des tableaux, les lingots d'or, etc. Il est évident que se positionner pour être des coffres-forts numériques, c'est un business qu'on est en train dans lequel on est en train tous de s'engouffrer. Ce ne sera pas uniquement le fait que vous déposez vos NFT, vous les enregistrez dans une banque avec des vraies sécurités, ce n'est pas celle de FTX, une fois de plus, mais il va se poser la question de la valorisation de ces NFT et aussi des problématiques fiscales. Au final, le métaverse, cette expérience d'Internet de demain, c'est pour dans 5-10 ans, pas avant, le temps que vous le voyez dans la première partie, toutes ces sociétés cotées bien connues, ce qu'on appelle dans les infrastructures, on fasse des progrès en priorité là-dessus, tout en bas à gauche, c'est-à-dire sur les casques, évidemment, les casques de réalité virtuelle, les casques de réalité augmentée. On attend tous avec impatience le prochain casque de Apple qui devrait sortir l'année prochaine. Pour l'instant, les casques qui existent, vous tenez 1 heure à 2 heures, les expériences sont sympas, mais au bout de 2 heures, on ne peut pas, la tête, elle explose. Les deuxièmes types d'acteurs qui sont présents sur le métavers, c'est tout ce qu'on appelle les créateurs de contenu, ce sont ces sociétés qui développent sur l'amélioration des logiciels de visualisation en 3D. Pour l'instant aussi, les logiciels en 3D de jeux ou d'expériences, c'est très sympa la première fois. Moi, j'ai le vertige. La première fois que je prends les HoloLens et je me mets à grimper en haut du Salève, c'était plutôt du Cervin, j'ai cru crever. Mais après, on s'y habitue assez rapidement. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Là, il y a des sociétés comme Epic Games, qui est un peu le leader du marché, Unity, qui sont vraiment des pure players. Une autre problématique qui sera fondamentale, ça va être évidemment la monétisation, parce que le métaverse, vous ne l'aurez pas, c'est une histoire de business, c'est une histoire de gros sous avant tout. Et là, il faudra inventer le système qui permettra des paiements dans des échelles qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce seront probablement peut-être des sociétés qu'on connaît déjà du style Mastercard, Visa, qu'on a tendance à enterrer régulièrement, notamment la FinTech, puis qui sont toujours là, qui marchent super bien et qui ont toujours des résultats qui sont vraiment excellents, ou effectivement les cryptos, les NFT, qui vont enfin s'imposer. Et puis enfin, vous aurez tous ces fournisseurs d'expériences, que ce soit Disney, les autres. Alors évidemment, les plateformes YouTube et consorts, elles vont devoir se réinventer totalement. Zuckerberg, il y travaille assez assidûment. On pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer Zuckerberg, ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de méta-bashing, etc. Fine. C'est un génie, ce type-là, il ne faut pas l'oublier. Et sa société, il a énormément de cash pour continuer ses investissements. Enfin, surtout, ne pas oublier des sociétés de la tech traditionnelle, genre le Microsoft,
qui, tout doucement, avec les années, s'est positionné un petit peu partout. Microsoft, c'est un des leaders dans le cloud, c'est le deuxième ou le troisième plus gros acteur mondial. Microsoft fabrique déjà des casques et continue des casques de réalité virtuelle et continue de travailler là-dessus. Microsoft est présent dans des logiciels du style Teams qu'on utilise avec des avatars. Donc là, on voit déjà la question 3D. Microsoft, si vous ne le savez pas, c'est eux qui ont Minecraft, ce jeu qui a été révolutionnaire. Et Microsoft, ils sont en train d'acquérir en ce moment Activision. C'est pas fait, mais Activision, c'est un des gros poids lourds des jeux vidéo. Donc il se pourrait très bien qu'en fait, un des futurs gagnants de ce Web3, ce soit des sociétés comme Microsoft, tout bêtement. Et surtout ne pas oublier des sociétés de l'économie traditionnelle, du style Nike, qui pourraient, elles aussi, bénéficier énormément. Nike, ils ont réalisé 180 millions de dollars de vente de NFT. C'est-à-dire, pour faire simple, même si ce n'est pas que ça, des images de leur basket, Nike, qu'ils ont mis sur la blockchain. Ils se sont fait 180 millions de dollars de vente. 50%, c'est des royalties, c'est-à-dire ça tombe tout seul, c'est du récurrent, zéro effort. Une fois que vous avez fait votre NFT, le coût de production, c'est minime. Vous n'avez plus de problème de retour de produits pour cause de défectuosité. Vous n'avez pas de problème de logistique. Il peut y avoir demain un nouveau Covid. Ils vont continuer à vendre des NFT. Et puis, surtout, ce qui est magnifique, c'est que vous avez des marges qui sont proches de 99%. Ce n'est pas tous les business qui ont des marges à 99%. Pour conclure, et j'y serai jamais arrivé, il y a trois choses en tant qu'investisseur que vous devez absolument retenir, 3-4 choses. La première chose, il faut faire preuve d'énormément d'humilité sur ce Web3. C'est impossible d'être capable de sélectionner la future blockchain qui va surperformer, qui sera le vainqueur, etc. De la même manière, c'est impossible de savoir dès aujourd'hui quel va être le futur acteur majeur du Web3. Tout le monde pense être un visionnaire. Je vous garantis, il y en a très très peu qui sont capables de le faire. La deuxième chose aussi, liée à ça, sur l'humilité, l'écart de savoir, il est gigantesque. Il y a énormément de gens qui investissent, je ne parle pas de parler, mais investissent, mettent de l'argent dans le Web3, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne connaissent pas les technologies, ils n'ont toujours pas compris comment ça marche. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir compris. Je me rappelle moi juste d'une chose, c'est que quand je conseillais déjà dans les investissements dans les années 90, pendant la création de la bulle Internet, à l'époque, moi je travaillais uniquement avec des analystes financiers, c'est normal, c'est avec eux que je suis en contact. Aujourd'hui, c'est impossible. Concernant le Web3, concernant les blockchains, concernant les cryptos, j'ai plus de calls avec mes informaticiens en interne que ce que j'ai de discussions avec mes équipes de la recherche. C'est hyper complexe. Donc peut-être que 20 ans se sont écoulés, peut-être que je suis devenu un petit peu plus bête avec les 20 ans, c'est fort possible. Généralement, on a plutôt la tendance à s'améliorer dans ce métier, mais cet écart de savoir, il est gigantesque. Deuxième chose, la réglementation. Dernière fois que je parle de FTX, c'est évident que ce qui est en train de se passer en ce moment dans les journaux, c'est super intéressant. Je vous conseille de suivre ça. Le cas FTX est tentaculaire, c'est assez important, c'est un problème. Ça risque d'accélérer la réglementation de tout l'écosystème des cryptos. C'est bienvenu, il faut qu'il y ait une confiance numérique, elle n'est pas là pour l'instant. Patience, il se peut très bien que ce à quoi on assiste, à savoir cette bulle, l'éclatement de cette bulle, c'est ce qu'on appelle l'éclatement d'une bulle productive. De la même manière qu'il y avait l'éclatement du Nasdaq début des années 2000, le Nasdaq, pour mémoire, il s'était cassé la figure de 77%. Le Bitcoin, il est en baisse de 77%. Le Nasdaq s'était cassé la figure dans ces proportions. Ça n'a pas empêché la naissance, pendant cette période et après, des monstres que l'on connaît aujourd'hui, que sont Amazon, YouTube, Google, etc. Et enfin, vous l'avez bien compris, il faut être présent. On reste convaincu du pouvoir transformateur de toutes ces technologies. Restez diversifiés. Et puis, les investisseurs, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des prix d'entrée qui sont à peu près 80% en dessous que ce qu'on avait l'année dernière pour les cryptos, 40%, 50% en dessous pour de nombreuses sociétés qui sont cotées. En termes d'investissement, quand on voit ce genre de chiffres, on s'y intéresse, même si tout le monde tire à boulet rouge sur cette industrie. Au contraire, je dirais, c'est loin d'être mort. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais garder le micro parce que je vais donner la parole pour le mot de la conclusion avant de vous libérer pour profiter de la très belle exposition qui est vernie ce soir. Je vais donner le mot de la fin à Séverine Redon, fondatrice de HighFlow, pour vous en dire un mot. Ce sera très rapide. Bonsoir, je vais déjà remercier tous les intervenants qui étaient là ce soir et bien entendu Zelda, notre animatrice de choc. On est ravis depuis 2 ans d'explorer nos futurs avec nos différentes rencontres. Et ces personnes qu'on rencontre aussi bien dans l'univers de l'entrepreneuriat et de l'économie que de l'académie, puisqu'on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans les universités et en relation avec les scientifiques. Et bien entendu, et c'était un peu le cœur et la genèse d'HighFlow, avec le monde de la création, les artistes, les designers, les penseurs, mais aussi les acteurs engagés pour le monde de demain, un monde de demain avec un impact plus positif. Ce soir, Marie Martins va prendre la parole tout à l'heure. Elle est invitée à revenir, puisqu'en fait, on a, grâce à elle, inauguré le programme d'HighFlow en septembre 2020. Donc, c'est une critique d'art, commissaire d'exposition, qui va explorer, vous emmener dans son exposition ce soir. La thématique de l'année, c'est territoire, et ce soir, on va parler du cosmos. Voilà. Merci Zelda. Merci beaucoup. Et juste pour dire que l'exposition est à découvrir jusqu'à fin janvier et que notre prochain rendez-vous, c'est l'année prochaine déjà. A priori, si tout va bien, le 26 janvier. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je remercie l'équipe technique. Je remercie évidemment tout le monde chez HighFlow pour l'organisation. Et on vous dit à très vite. Et surtout, allez profiter et poser les questions peut-être aux intervenants de façon plus indirecte. Merci.